1000 bus surgissent dans une capitale en guerre, sans dette extérieure, financés par l'or et le coton, deux ressources instables. Ils matérialisent un pari budgétaire qui semble à la fois audacieux et dangereux, mais cohérent dans un pays privé d'options classiques. Ce choix, porté par Ibrahim Traoré, pose une question directe au lecteur. Que vaut une souveraineté économique lorsqu'elle est testée dans les conditions les plus extrêmes? On entre ici dans un précédent discret, peut-être décisif. La promesse centrale du projet est simple, mais lourde de conséquences. Démontrer qu'un État fragilisé peut financer une infrastructure majeure sans recourir à la dette extérieure. Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse largement la question du transport. Il s'agit de tester une marge de manœuvre stratégique fondée sur des ressources internes, dans un contexte de guerre, d'insécurité persistante et de contraction économique. Si le modèle fonctionne, il ouvre une voie rare. Un développement piloté de l'intérieur, affranchi des conditionnalités imposées par les bailleurs traditionnels. Mais cette promesse comporte un coût immédiat. Miser presque exclusivement sur l'or et le coton expose le pays à la volatilité des marchés mondiaux et place l'équilibre budgétaire sous tension constante. Chaque fluctuation devient un risque potentiel pour la maintenance, la continuité du service et la crédibilité politique du programme. Ce qui est en jeu, au fond, n'est pas seulement l'efficacité d'un réseau de bus, mais la validité d'un principe. Peut-on transformer des richesses nationales instables en socle durable de politique publique? La réponse conditionnera la portée réelle du modèle défendu par Ibrahim Traoré. Les premiers audits publics révèlent un fait rare. Plus de 80 millions de dollars ont été réaffectés sans qu'aucune dette extérieure n'apparaisse. Dans une capitale où ce type de financement provenait presque toujours de créanciers internationaux, cette transparence immédiate crée un contraste saisissant et mesurable. Cette donnée agit comme une mini-révélation, car elle inverse la logique habituelle du financement public. Au lieu d'attendre des fonds conditionnés, l'État burkinabé concentre ses propres ressources sur un projet visible et immédiatement utile. Ce basculement ne concerne pas uniquement des lignes comptables. Il modifie la façon dont une société perçoit la capacité de son État à agir en période de crise. Avant cette rupture, le contexte était étouffant. Le pays faisait face à une guerre interne prolongée, à des attaques fréquentes et à une économie sous pression. À Ouagadougou, la mobilité urbaine était devenue un goulet d'étranglement quotidien. Les bus vétustes, irréguliers et insuffisants ralentissaient l'accès aux hôpitaux, aux écoles et aux marchés, accentuant les écarts entre le centre et les périphéries. Les habitants perdaient des heures dans des trajets imprévisibles, tandis que les entreprises subissaient une baisse constante de productivité. C'est dans ce paysage fragmenté qu'émerge la décision de financer 1000 bus en s'appuyant exclusivement sur l'or et le coton. Ces deux ressources, longtemps perçues comme trop instables pour soutenir une infrastructure lourde, sont repositionnées comme leviers stratégiques. L'or, auparavant exploité dans des conditions peu favorables, devient un instrument de souveraineté. Le coton, pilier historique sous-valorisé, change de statut économique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la méthode adoptée est radicale. Transparence totale, audits publics et traçabilité systématique. Chaque allocation est rendue visible, chaque étape vérifiable. Cette discipline budgétaire transforme un projet de transport en test grandeur nature d'un modèle économique fondé sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur. Pour mesurer la portée réelle du programme, il faut quitter les chiffres et observer ceux qui en deviennent les premiers acteurs. Dans les ateliers réaménagés de Ouagadougou, une trentaine de jeunes techniciens suivent désormais des formations accélérées liées à l'assemblage et à la maintenance des nouveaux bus. Beaucoup d'entre eux avaient connu des années d'emploi instables, faute de structures industrielles capables d'absorber leurs compétences. Leur quotidien raconte une transformation plus concrète que n'importe quel discours politique. Dans un hangar autrefois presque à l'abandon, les gestes se répètent avec précision.
calibrer un module, tester un circuit, vérifier un système électronique. Encadrés par des techniciens locaux, ces jeunes participent à la mise en place de la première chaîne d'assemblage nationale dédiée au transport public. Ce changement modifie immédiatement la perception du projet. Il ne s'agit plus seulement de véhicules importés, mais d'un savoir-faire en construction. Un second impact apparaît dans les quartiers périphériques. Dans certaines zones longtemps isolées, les habitants mettaient plus d'une heure pour rejoindre le centre-ville à bord de transports vétustes et irréguliers. Depuis l'arrivée des premiers bus, le temps de trajet est réduit de moitié. Les élèves arrivent plus régulièrement à l'école. Les travailleurs commencent leur journée sans retard sur une chronique et les commerces observent une fréquentation plus stable. Ces effets précoces ne relèvent peut-être pas de l'exception. Ils forment les premiers maillons d'une chaîne structurelle où mobilité, emploi et compétences locales se renforcent mutuellement. Sous l'orientation politique donnée par Ibrahim Traoré, le projet commence ainsi à produire des résultats tangibles, visibles et immédiatement utiles. La question devient alors centrale. Ces améliorations locales peuvent-elles soutenir une transformation durable à l'échelle nationale ? La séquence débute par une décision administrative discrète, mais structurante. Réorienter massivement des revenus internes vers un seul projet prioritaire. À ce stade, rien n'est encore visible dans les rues. Les choix se font sur le papier, dans des arbitrages budgétaires serrés, sous contraintes sécuritaires permanentes. L'objectif est clair, passer rapidement de l'intention à l'exécution, sans laisser le projet se diluer dans des procédures interminables. Vient ensuite la phase d'activation. Les dépôts techniques de Ouagadougou sont réaménagés en urgence. Les espaces sont segmentés, les chaînes de travail définies, les équipes réparties par modules spécialisés. Les premières pièces arrivent, les outils sont calibrés, les journées s'allongent. Chaque étape est testée, documentée, ajustée. Le rythme est soutenu, car la ville n'a jamais tenté une montée en puissance de cette ampleur. À ce moment précis, le projet bascule d'une promesse politique vers une réalité industrielle. La montée en tension s'accélère lorsque les premiers bus sortent des ateliers. Ils s'alignent sur les parkings municipaux, encore hors service, mais déjà observés. Les conducteurs sont formés par vagues successives. Les parcours sont testés de nuit, puis aux heures creuses. Les retours de terrain imposent des corrections immédiates, ajustement des horaires, modification de certains arrêts, rééquilibrage des lignes entre centre et périphérie. Chaque journée génère des données nouvelles qui nourrissent la suivante. Puis survient le moment charnière, le déploiement massif. Lorsque les 1000 bus entrent simultanément en circulation, la ville change de cadence. Les habitants découvrent des itinéraires lisibles, des horaires affichés, des véhicules propres et réguliers. Les flux de passagers se redistribuent. Les pannes diminuent grâce à une maintenance continue. La mobilité cesse d'être aléatoire. Elle devient prévisible. Ce basculement transforme immédiatement les comportements quotidiens. Les premières semaines produisent des effets en chaîne. Les marchés deviennent plus accessibles. Les élèves arrivent plus tôt. Les travailleurs gagnent en ponctualité. La régularité des déplacements déborde le cadre du transport et irrigue l'économie locale. Les ateliers recrutent. Les garages élargissent leurs équipes. Les stations-service adaptent leurs capacités. Des dizaines de petits commerces profitent d'une fréquentation plus stable. Ce qui n'était qu'un programme de mobilité commence à agir comme un moteur économique transversal. Mais cette accélération génère aussi des zones de friction. La pression sur les finances publiques augmente. Les coûts d'entretien exigent une surveillance constante. Les fluctuations des prix de l'or et du coton compliquent les prévisions. Certains observateurs alertent sur le risque d'un emballement trop rapide. En interne, la crainte d'un incident majeur, panne généralisée, rupture d'approvisionnement, mouvement social, reste présente. C'est dans cette tension permanente que le projet s'ancre. Chaque correction devient un test de solidité. Chaque ajustement renforce ou fragilise la confiance collective. Porté politiquement par Ibrahim Traoré, le programme entre ainsi dans sa phase la plus exposée.
celle où l'ambition doit résister à l'épreuve du réel. Avant le programme, les revenus issus de l'or et du coton finançaient surtout des dépenses courantes. Après, ils soutiennent une infrastructure visible et centralisée. Ce passage d'un usage diffus à une allocation concentrée constitue le premier écart mesurable, car il transforme des flux fragmentés en un levier budgétaire identifiable. Pour comprendre ce basculement, on peut suivre 3 repères chiffrés. D'abord, plus de 80 millions de dollars ont été mobilisés sans recourir à un seul créancier extérieur, ce qui montre qu'un État peut convertir des revenus internes en capital productif. Avant cette réaffectation, ces montants étaient dispersés entre salaires, achats et urgences diverses, sans laisser de traces structurelles durables. Désormais, ils sont matérialisés dans une flotte, des ateliers et des procédures de maintenance. L'écart n'est pas seulement financier, il est conceptuel. L'or et le coton cessent donc d'être de simples produits d'exportation pour devenir des instruments d'architecture publique. Ensuite, 1000 bus ont été mis en circulation dans un réseau jusqu'alors morcelé, un volume qui impose une régularité que l'ancien système ne pouvait garantir. Avant, la capitale dépendait de minibus vieillissants, incapables d'absorber la demande et soumis à des pannes fréquentes. Après le déploiement, la synchronisation des lignes crée une continuité de service inédite. L'écart se mesure dans la prévisibilité. Horaires visibles, trajets stabilisés, temps d'attente réduit. Ce changement d'échelle transforme la mobilité en infrastructure plutôt qu'en solution de fortune. Enfin, plus de 10 000 emplois directs et indirects sont liés à la chaîne du programme. Des postes qui ancrent le projet dans l'économie urbaine et périurbaine. Avant, l'emploi technique restait limité, souvent précaire et dépendant de prestataires extérieurs. Désormais, ateliers d'assemblage, maintenance, logistique et services visconnexes absorbent une demande continue. Chaque poste soutient des compétences locales, renforce la capacité de réparation et réduit progressivement la dépendance à l'expertise importée. Pris ensemble, ces 3 chiffres dessinent une ossature cohérente. Ils montrent un déplacement net entre un état initial marqué par la dispersion, l'irrégularité et la dépendance, et un état final orienté vers la concentration, la stabilité et l'apprentissage. Sous l'orientation donnée par Ibrahim Traoré, la lecture des données ne sert pas à proclamer un succès absolu, mais à objectiver un changement de trajectoire. Cette lecture exige toutefois prudence. Les chiffres ne garantissent pas la durabilité. La dépendance aux matières premières expose le système aux cycles mondiaux. La maintenance d'une flotte dense requiert une discipline constante. Les attentes citoyennes, une fois élevées, deviennent irréversibles. L'écart mesuré aujourd'hui doit donc être interprété comme une capacité acquise, non comme un acquis définitif. En ce sens, l'épreuve quantitative n'annonce donc pas une victoire, mais une possibilité vérifiée, celle de transformer des ressources internes en infrastructures fonctionnelles. La question suivante devient alors incontournable. Cette capacité peut-elle être stabilisée et étendue sans rompre l'équilibre budgétaire qui l'a rendue possible? 2 critiques majeures structurent les réserves adressées au modèle burkinabé, et elles méritent d'être prises au sérieux pour mesurer la solidité réelle du projet. La première critique concerne la fragilité macroéconomique. Selon ses détracteurs, financer une infrastructure lourde, presque exclusivement par l'or et le coton, expose le pays à une volatilité excessive. Une baisse des cours mondiaux réduirait immédiatement la capacité d'entretien de la flotte, retarderait les réparations et créerait un effet domino sur les finances publiques. Dans un contexte de conflit interne, cette instabilité pourrait se transmettre plus rapidement qu'ailleurs, transformant un succès initial en fardeau budgétaire. La seconde critique vise la capacité opérationnelle. Gérer 1000 bus modernes implique une logistique complexe, pièces de rechange disponibles, maintenance régulière, mécaniciens formés, stations techniques fonctionnelles.
Or, avant le lancement du programme, ces conditions n'étaient pas réunies. Les infrastructures étaient limitées, les équipes peu habituées aux flottes de grande ampleur et la chaîne de maintenance vulnérable au moindre incident majeur. Pour ces observateurs, une montée en puissance aussi rapide risquait d'atteindre un seuil d'épuisement structurel. La réponse issue des données du projet propose une lecture plus nuancée. Sur la volatilité, le modèle introduit un amortisseur inédit, la transparence systématique. Les audits publics, la traçabilité des allocations et la publication régulière des réaffectations budgétaires réduisent les dérives et permettent d'ajuster les dépenses à la réalité des revenus. Cette discipline ne supprime pas le risque, mais elle en limite les effets cumulés. Sur la capacité opérationnelle, le terrain apporte un contre-exemple concret. Les ateliers ont été réaménagés, les équipes locales formées et les chaînes d'assemblage mises en place. La maintenance s'effectue en temps réel et l'expertise technique progresse par apprentissage continu. Le système ne repose pas sur une performance ponctuelle, mais sur une courbe d'apprentissage active. Ainsi, les critiques ne disqualifient pas l'ambition portée par Ibrahim Traoré. Elles en dessinent les lignes de tension. Le modèle apparaît exigeant, exposé, mais pas irréaliste. Il ne promet pas l'immunité face au choc, seulement une capacité nouvelle à y répondre avec des instruments internes. Jusqu'ici, le projet pouvait être lu comme une réussite sectorielle. Des bus plus nombreux, des trajets plus fiables, une logistique modernisée. Ce point médian impose une autre grille de lecture. La question n'est plus de savoir si le réseau fonctionne, mais ce qu'il déclenche au-delà de sa fonction première. La révélation tient dans un déplacement discret mais décisif. La mobilité cesse d'être un service isolé pour devenir une infrastructure pivot. En stabilisant les déplacements, le programme synchronise des sphères qui fonctionnaient jusque-là de manière désarticulée. Les horaires scolaires s'alignent mieux sur les horaires de travail. Les marchés gagnent en régularité. Les services de santé deviennent plus accessibles dans des délais prévisibles. Le transport agit désormais comme une couche organisatrice. Ce basculement modifie la nature même de l'investissement. Les bus ne sont plus évalués uniquement par leur coût ou leur nombre, mais par leur capacité à activer d'autres systèmes. Chaque ligne fiable augmente la productivité globale sans intervention supplémentaire. Chaque trajet régulier réduit une friction sociale invisible mais persistante. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le projet change donc de statut. Il ne s'agit plus d'un test budgétaire ou politique, mais d'un prototype de réorganisation structurelle. Cette lecture impose une nouvelle question, plus exigeante. Si une seule infrastructure peut produire un tel effet d'entraînement, quelles seraient les conséquences d'une extension méthodique du modèle à d'autres secteurs? Les effets du programme deviennent pleinement lisibles lorsqu'on observe ses retombées sur 4 groupes distincts, chacun révélant une facette complémentaire de l'impact réel. Cette lecture par couche permet de mesurer ce qui change concrètement, au-delà des intentions initiales. Au niveau national, la première conséquence est une amélioration mesurable de l'efficacité collective. La stabilisation des trajets réduit les retards systémiques qui pénalisaient l'activité quotidienne. Les services publics fonctionnent avec une ponctualité accrue. Les administrations locales coordonnent mieux leurs horaires et les infrastructures connexes bénéficient d'un effet d'entraînement. Cette régularité nouvelle ne transforme pas l'économie à elle seule, mais elle supprime un frein structurel ancien. Pour un pays confronté à une guerre interne, cette capacité à améliorer la productivité sans capitaux extérieurs constitue un précédent stratégique. Elle crédibilise l'idée qu'une action publique ciblée peut produire des gains rapides et visibles. Pour les entreprises et l'économie locale, l'impact est direct. Plus de 10 000 emplois liés au programme irrigué, un réseau d'ateliers, de garages, de services logistiques et de commerce. Chaque salaire réinjecté soutient l'activité de quartier. La fiabilité du transport réduit les absences, stabilise les horaires de livraison et facilite l'organisation du travail. Les entreprises perçoivent progressivement le réseau de bus
non comme un simple service public, mais comme une infrastructure de continuité. Cette stabilité opérationnelle renforce la résilience économique dans un contexte incertain. Du côté des citoyens, les effets se ressentent au niveau le plus immédiat, le temps et la prévisibilité. Les familles organisent leur journée avec moins d'aléas. Les élèves arrivent plus régulièrement à l'école. Les travailleurs échappent aux retards chroniques qui fragilisaient leurs revenus. Dans les quartiers périphériques, les bus deviennent une ligne de vie quotidienne. La mobilité fiable réduit le stress, améliore le sentiment de sécurité et renforce la cohésion sociale. Pour beaucoup, ces véhicules représentent la manifestation la plus tangible d'un État capable de tenir ses engagements. Enfin, pour les périphéries et le territoire, le programme agit comme un mécanisme de reconnexion. Les zones longtemps isolées s'intègrent progressivement aux flux urbains. Les marchés régionaux gagnent en fréquentation. Les déplacements vers les centres de soins deviennent plus réguliers et les échanges économiques s'intensifient. Cette continuité territoriale corrige des déséquilibres anciens et redonne une fonction active à des espaces marginalisés. À travers ces 4 niveaux, le modèle soutenu par Ibrahim Traoré révèle sa portée systémique. La mobilité devient un multiplicateur économique, l'emploi un stabilisateur social et l'investissement interne un levier de souveraineté visible. La question ouverte au point médian trouve ici une réponse partielle. Un système autonome peut effectivement remodeler le quotidien, à condition de rester appuyé sur une gestion rigoureuse et des ajustements constants. À moyen terme, l'évolution du programme dépendra d'un ensemble de variables économiques, sociales et politiques qui échappent en partie au contrôle immédiat des autorités. 3 trajectoires possibles permettent d'en baliser les directions, sans projeter de certitude. Dans une trajectoire de stabilisation sous contrainte, si les prix de l'or et du coton se maintiennent dans une fourchette relativement stable, le système peut conserver son équilibre actuel. Les recettes issues de l'exploitation interne continueront de couvrir l'entretien courant, tandis que les recettes tarifaires absorberont une partie des coûts opérationnels. Dans ce cadre, aucune expansion majeure n'est engagée, mais la fiabilité acquise est préservée. Les quartiers périphériques restent desservis. Les ateliers poursuivent leur montée en compétences et la discipline budgétaire limite les dérives. Ce scénario ne transforme pas le modèle en référence internationale, mais il consolide une infrastructure fonctionnelle dans un environnement fragile. Dans une trajectoire d'extension maîtrisée, si la stabilité politique se renforce et que les revenus internes progressent légèrement, une extension progressive devient envisageable. De nouvelles lignes pourraient desservir des villes secondaires, accompagnées de la création d'ateliers techniques de taille réduite. Cette dynamique renforcerait l'industrie mécanique locale et déclencherait une seconde vague d'emplois qualifiés. La mobilité régionale s'améliorerait, facilitant l'intégration des marchés et la circulation des biens. Dans cette trajectoire, le projet initial change de statut. Il devient un précédent continental, illustrant qu'une souveraineté économique pragmatique peut se matérialiser par étapes successives. Dans une trajectoire de zone de turbulence, si les cours des matières premières chutent brutalement ou si les tensions sécuritaires s'intensifient, le système entre en fragilité. Les coûts de maintenance augmentent, certaines lignes doivent être temporairement suspendues et les délais de réparation s'allongent. La pression sur les finances publiques s'accentue, offrant un terrain fertile aux critiques. Dans ce cas, la confiance des citoyens, particulièrement dans les zones récemment reconnectées, devient l'enjeu central. Le risque n'est pas l'effondrement immédiat, mais une érosion progressive de la crédibilité acquise. Face à ces trajectoires, une recommandation s'impose. Adopter un réflexe analytique constant. Chaque progrès doit être évalué non comme un acquis définitif, mais comme une étape conditionnelle d'un système encore en consolidation. C'est cette capacité à ajuster plutôt qu'à promettre qui déterminera la solidité du modèle dans le temps. Pour le spectateur, l'intérêt du programme ne réside pas uniquement dans son ampleur nationale, mais dans les effets concrets qu'il rend perceptibles à l'échelle individuelle.
3 profils permettent d'en saisir la traduction directe dans la vie quotidienne. Pour les travailleurs et les familles, la première transformation concerne le temps. La fiabilité nouvelle des trajets réduit l'incertitude qui pesait sur chaque déplacement. Les journées deviennent planifiables. Les retards cessent d'être une variable permanente. Cette stabilité, souvent sous-estimée, allège la charge mentale et améliore l'organisation domestique. Une piste simple consiste à observer comment une routine fiable permet de reprendre le contrôle sur des décisions quotidiennes, autrefois contraintes par l'imprévisibilité. Pour les jeunes et les étudiants, la mobilité régulière agit comme un accélérateur silencieux. La ponctualité scolaire s'améliore, la présence devient plus constante et l'accès aux centres de formation se simplifie. Les ateliers liés au programme ouvrent également des perspectives professionnelles nouvelles, ancrées dans des compétences techniques durables. Le lien entre infrastructure et trajectoire personnelle devient tangible. Un réseau fiable crée des opportunités qui dépassent le cadre du transport. Pour les habitants des zones périphériques, l'impact est encore plus net. Là où l'isolement dominait, une continuité apparaît. Les marchés deviennent accessibles, les soins moins éloignés et les échanges plus fluides. Cette reconnexion redonne une place active à des quartiers longtemps marginalisés. Elle renforce la cohésion sociale en intégrant pleinement ces espaces au fonctionnement urbain. À travers ces 3 situations, une leçon se dégage. Une infrastructure efficace ne se contente pas d'améliorer un service. Elle restructure des comportements, des attentes et des choix individuels. Le spectateur est ainsi invité à reconnaître les moments où une organisation plus stable modifie, parfois discrètement, la qualité de vie et les perspectives personnelles. Pour transformer l'élan actuel en trajectoire durable, une feuille de route claire s'impose. Elle ne vise pas l'expansion rapide, mais la consolidation mesurable d'un système encore exposé. 5 étapes structurent cette progression. D'abord, il faut renforcer la transparence budgétaire. La publication systématique des audits, allocations et réaffectations doit se poursuivre à un rythme régulier. Cette responsabilité incombe aux autorités financières, avec un calendrier trimestriel. Le critère d'évaluation est simple: cohérence des rapports et continuité des données publiées. Cette discipline constitue le socle de crédibilité du modèle porté par Ibrahim Traoré. Ensuite, il faut professionnaliser durablement les équipes locales. Les programmes de formation pour conducteurs, mécaniciens et techniciens doivent s'étendre par cycle régulier. Les ateliers et centres de formation pilotent ce chantier, avec des certifications internes comme indicateurs clés. L'objectif est de sécuriser la maintenance par la compétence plutôt que par l'importation d'expertise. Puis, il faut diversifier progressivement les sources internes. Sans renoncer à l'or et au coton, l'État peut intégrer des revenus complémentaires issus de secteurs adjacents, comme l'énergie solaire ou certaines filières agricoles. Les ministères sectoriels conduisent cette diversification sur un horizon de 6 à 12 mois, mesuré par la part croissante de ressources additionnelles. Après cela, il faut étendre le réseau avec prudence. Les villes secondaires, dotées d'un minimum de capacité technique, deviennent très prioritaires. Les autorités municipales coordonnent l'ouverture de lignes, évaluée par le taux d'utilisation et la régularité du service. Enfin, il faut associer les citoyens. Des consultations locales permettent d'ajuster horaires et arrêts. Les mairies et comités de quartier en assurent le suivi, mesuré par la satisfaction publique et la baisse des plaintes récurrentes. Cette feuille de route traduit une logique centrale. Apprendre, ajuster, stabiliser. La question finale demeure ouverte. Cette méthode suffira-t-elle à protéger l'équilibre atteint lorsque les contraintes extérieures s'intensifieront? Dans l'atelier de Ouagadougou, où de jeunes mécaniciens répétaient leurs gestes, rien ne semblait spectaculaire. Ajuster un module, tester un circuit, valider une pièce. Pourtant, ce lieu ordinaire est devenu le symbole d'un basculement plus large. Il rappelle le moment précis où une décision abstraite s'est transformée en pratique quotidienne, visible, mesurable. Chaque bus qui quitte ces ateliers transporte plus que des passagers.
Il emporte une méthode, utiliser des ressources internes, accepter la contrainte, apprendre par l'exécution. Les quartiers périphériques, longtemps relégués à la marge, voient ces véhicules passer comme des signes tangibles d'un changement possible. La mobilité n'est plus une promesse lointaine, elle devient une expérience répétée, jour après jour. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le projet a déplacé le centre de gravité du débat. La souveraineté cesse d'être un slogan politique pour devenir une pratique administrative, technique et sociale. Elle se construit dans la régularité des trajets, la montée en compétences locales et la discipline budgétaire. Et l'idée revient, parce qu'elle renvoie à des gestes concrets plutôt qu'à des déclarations. Le progrès se construit de l'intérieur. Elle résume une idée simple. Un pays peut commencer à se transformer lorsqu'il choisit d'investir dans ce qu'il contrôle déjà. Le réseau de bus n'a pas tout résolu. Il a ouvert un chemin crédible. Reste alors une interrogation essentielle. Ce chemin peut-il être élargi sans perdre ce qui a fait sa force initiale? Au terme de ce parcours, le projet ne demande ni adhésion automatique, ni rejet réflexe. Il invite plutôt à une discussion plus large sur la manière dont les pays confrontés à des contraintes extrêmes peuvent repenser leurs leviers d'action. Le cas burkinabé n'est pas un modèle prêt à l'emploi. C'est une expérience située, façonnée par l'urgence, les ressources disponibles et des choix politiques assumés. Observer cette trajectoire, c'est accepter de regarder au-delà des résultats immédiats. C'est interroger la place des ressources internes, le rôle de la discipline budgétaire et la capacité d'un État à apprendre en marchant. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette expérience ouvre un espace de réflexion qui dépasse le transport ou même le Burkina Faso. Elle touche à une question plus universelle. Jusqu'où peut aller un développement pensé depuis l'intérieur, sans garantie extérieure? Prolonger cette réflexion, la partager, la confronter à d'autres contextes, permet d'enrichir le débat collectif. Chaque point de vue ajoute une nuance, chaque question affine l'analyse. Alors, face à ce type de trajectoire, qu'est-ce qui vous semble le plus décisif? La méthode, le contexte ou la capacité à ajuster dans la durée?